Je vais prendre le relais. Monsieur le professeur, merci de nous avoir invités. Mesdames, Messieurs, Clermontois, Clermontoises. J'ai vécu 30 ans à Clermont. Bonjour. Je vais partir peut-être sur des choses qui sont un peu plus moins difficiles à comprendre, j'espère. Hein. Et en balayant les manifestations comportementales à la conscience chez les animaux, et puis après, je parlerai de différentes considérations qui portent sur le bien-être et l'éthique. Parce que je pense qu'il faut lier tous ces maillons. Il est absolument malsain de les différencier. Alors, après, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. C'est bon, là? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prend un mot, on essaye de se dire, mais quelle est la définition? Et une définition opérationnelle. Il ne s'agit pas de parler dans le vide, il s'agit de dire, je donne une définition, je peux la mesurer et je peux objecter sur cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? C'est l'expérience subjective, c'est-à-dire c'est moi qui ressens que l'animal a de son environnement, je suis là, de son propre corps, je me vois bien, d'accord? Et de ses propres connaissances. Alors, c'est un processus complexe, et c'est opposé à quoi? C'est opposé en fait à ce qui a été dit comme étant le propre de l'animal, des réflexes et des processus associatifs simples. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a chez les animaux toutes ces étapes. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On ne va pas parler de contenu de conscience parce que ça nous amènerait à des choses qui ne sont pas totalement utilisables ici. Je vais vous dire que le contenu de conscience qui vous paraît peut-être pas très intéressant est en fait extrêmement important quand on va à l'abattoir. On veut savoir si les animaux sont encore conscients quand on va les égorger, ou de la même façon quand on a un sujet qui est en fin de vie et on veut savoir si on peut prélever un organe, il faut quand même savoir s'il est encore conscient. Alors, ça a été dit, hein, on n'a pas de narration chez les animaux, mais on a quand même des réponses comportementales et neurobiologiques, comme on a chez les humains. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'est arrêté à quelques grands domaines qui nous paraissaient intéressants à interpréter dans ce contexte-là. Les émotions, la métacognition, je vais vous expliquer un très gros mot, la gestion du passé et du futur et la cognition sociale. Et c'est vrai qu'on a délibérément ignoré des choses. La reconnaissance de soi, le langage, la disposition, la maîtrise des outils, des choses de ce genre qui n'étaient pas, que nous avons choisi de ne pas utiliser. C'est peut-être un tort, mais on a une vision, je veux vous donner une vision un peu tronquée des choses. Alors, est-ce que j'ai fait avancer ce bazar? Non. Voilà. Tout d'abord, les émotions. Alors, les émotions, dans notre définition, c'est des réponses fugaces à des événements signifiants en termes de vigilance et de valence, c'est-à-dire que j'y porte attention. Donc, il y a une situation déclenchante, une évaluation et une émotion. Alors, il peut y avoir des conséquences pour l'animal. Et quand on modifie, quand on fait plusieurs fois cette situation déclenchante, on peut avoir des altérations durables de l'émotion. Et c'est là que je vais vous amener. Et c'est un travail qui a été conduit à Terre, à Clermont-Ferrand, où on a essayé de comprendre comment la cumulation d'émotions peut moduler durablement l'état affectif de l'animal. Vous connaissez les paradigmes normaux de l'apprentissage. D'un côté, on met de l'aliment, de l'autre côté, on met quelque chose qui leur fait peur. Pour le coup, on leur fait boum, voilà. Et donc, ils apprennent très vite, hein, c'est très très rapide. Et donc, à gauche, il y a une récompense, à droite, il y a une punition.
et on avance comme ça. Et puis ensuite, les mêmes animaux, pendant un mois, ils sont soit témoins, c'est-à-dire qu'on les laisse tranquilles, soit ils sont stressés. Alors, ce n'est pas des stress affreux, hein, on change de parcelle, on change de... Bon. Et puis, au bout du compte, on les ramène. Et on essaye de voir, est-ce qu'ils savent toujours s'il faut aller à gauche ou à droite? Et effectivement, ils savent. Mais après, l'expérimentateur étant un peu pervers, au lieu de mettre le seau à droite ou à gauche, il le met au milieu. Donc l'animal est dans une situation d'incertitude. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont été témoins, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'expérience négative entre-temps, ben, ils vont toujours vers le seau. Mais ceux qui ont été stressés pendant un mois, eh ben, ils n'y vont plus. Et le chercheur qui travaille là-dessus dit, ils sont plus pessimistes. Alors on utilise des mots utilisés chez les humains, mais ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire qu'ils appréhendent ou qu'ils ne voient pas la solution au problème. Maintenant, on parle de métacognition. Alors la métacognition, c'est la connaissance de la connaissance. Et ça a été donné comme un des propres de l'homme. On va balayer tout un certain nombre de dispositions qui ont été données comme étant des propres de l'homme. On peut faire ça aux animaux parce qu'ils n'ont pas la métacognition, c'est le propre de l'homme. Bien. Alors, ces études ont été conduites tout d'abord sur des dauphins, voilà, et puis ensuite chez des rats, chez toutes les bêtes de la création. Et ça consiste à quoi? Ici, l'exemple que je vous donne sur des rats. On leur donne, comme dans le cas précédent, deux solutions. S'ils répondent, enfin, un son court, un son long. S'ils répondent à un son court, s'ils appuient sur la bonne pédale, ils ont une récompense. S'ils appuient sur la mauvaise pédale, ils n'ont pas de récompense. Ça, c'est extrêmement simple. Mais après, les sons vont être de durée qui varie. Ils deviennent de plus en plus difficiles, il devient pour l'animal de plus en plus difficile de distinguer le long du court. Au bout du compte, ils deviennent strictement identiques. Et l'animal se retrouve dans une situation où il dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, on introduit un joker, on introduit une troisième pédale. Et on leur dit « si vous ne savez pas bien, vous appuyez la troisième pédale. Vous aurez une petite récompense, mais au moins vous aurez quelque chose. » Et ce qui se passe, c'est que plus les sons sont identiques, plus ils appuient sur la deuxième pédale. Donc, les gens simples comme moi disent, les animaux savent qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. Et quand ils ne savent pas, ils appuient sur le joker. Donc, on en conclut que les animaux ont des compétences métacognitives. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était les mêmes que celles de l'homme ou du même niveau. Mais elles ont des compétences. Alors, après, on va passer à un deuxième élément qui porte sur la mémoire. Pendant très longtemps, on a dit que les animaux étaient coincés dans le présent. Et ils n'ont pas d'idée d'où ils viennent et où ils vont. Et puis, finalement, des chercheurs ont travaillé là-dessus et juste vous êtes familier avec les types de mémoire, hein, mémoire à long terme, court terme, et dans les mémoires à long terme, il y a deux types de mémoire, la mémoire sémantique, la règle, le soleil se lève le matin, et ainsi de suite, et puis la mémoire épisodique, c'est la Madeleine de Proust. Hier, j'ai mangé au petit déjeuner quelque chose de pas bon, voilà. Et ça, c'est la mémoire épisodique, on se souvient de ce qui s'est passé. Et ça avait été donné comme étant un propre de l'homme. Et je vous donne ici un exemple pour vous montrer que ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors là, on a pris un exemple chez le porc. Une des règles qui existe chez le porc, c'est qu'il est curieux. C'est-à-dire qu'il va toujours essayer d'explorer des objets qu'il ne connaît pas. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est dans le porc, quoi, hein. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a une première phase d'exposition où, sur un sol gris, on présente des objets A et B à un porc. Ensuite,
Dans une deuxième phase, sur un sol gris, on présente les objets B et A dans l'autre sens. Et puis dans une troisième phase, sur un sol gris, on présente les objets A et A. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Et qu'est-ce qui change dans cette affaire? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Eh bien, en fait, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le A qui est à gauche, parce qu'ils ont vu A sur un sol blanc. Et c'est là qu'ils vont aller, c'est ça qu'ils vont explorer. Et ils montrent par là qu'ils ont une connaissance, une mémoire épisodique. Alors, de façon un petit peu plus anecdotique, mais il y a d'autres expériences qui ont été conduites là-dessus, les Taïras, c'est un mustélidé d'Amérique du Sud. Il mange ce qu'il trouve. Bien. Et il aime beaucoup les bananes. Et les bananes, le problème, c'est que les autres aiment beaucoup les bananes aussi. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les bananes quand elles sont suffisamment développées, mais immangeables, encore vertes, et il va la cacher, la banane. Et puis, il va qu'à ses occupations, et puis, un petit peu de temps après, il revient, il va chercher la banane qui a eu le temps de mûrir, et il la mange. Ça veut dire que, pour nous, il a caché un objet qui n'était pas mangeable à un moment, et il va la chercher un peu plus tard, quand il pense qu'elle est mangeable. Et c'est ça qu'on appelle la planification du futur. Il ne s'agit pas de prédire, hein, ce n'est pas Nostradamus, hein, c'est vraiment quelque chose de fort et que nous pratiquons tous les jours. Et il avait été dit que ça, ce n'était pas possible chez les animaux, et puis même si c'était possible, c'était pour des aliments qu'on pouvait manger tout de suite. Faux, faux. On peut, sur le taïra, ce mustélidé, mais également chez des mésanges et ainsi de suite, on peut trouver ça. Alors, je vais passer assez vite là-dessus, parce que sur le comportement social, et je voudrais juste appuyer sur quelque chose qui est la théorie de l'esprit. Pendant très longtemps, on a dit l'homme sait ce que c'est l'autre. C'est-à-dire il a une idée des connaissances de l'autre. Et cette théorie de l'esprit était encore une fois impropre de l'homme. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et en particulier sur des espèces sociales, on a pu voir... j'ai encore un tout petit peu de temps. On a pu démontrer que les animaux savaient ce que savaient les autres. Alors, juste pour vous donner un exemple, chez les hyènes ont une relation hiérarchique, c'est assez classique chez les espèces sociales. Simplement, elles peuvent de temps en temps, deux animaux de rang inférieur s'associer pour attaquer une de rang supérieur. Mais pour attaquer celle de rang supérieur, il faut être à peu près sûr que la situation ne va pas se retourner contre soi. Donc il faut avoir une idée de comment va réagir l'autre dans cette situation-là pour ne pas se faire mordre et éventuellement tuer. Et effectivement, les hyènes font ça. Alors les singes aussi, les grands singes, parce que les grands singes, ils font tout, mais des petits singes comme les capucins ont également ce type de démarche. Donc ils savent ce que savent l'autre. Et puis, dans cette théorie de l'esprit, il y a deux exemples qui sont intéressants, qui sont, j'ai mis empathie entre guillemets, et la tromperie. Alors, la tromperie, pour le régler tout de suite, j'ai un comportement qui induit chez l'autre une réponse et qui n'est pas du tout adapté à ce qui va se passer. Bon, juste pour donner un exemple, un coq, normalement, quand il voit un rapace, émet un cri, toutes les poules autour vont se mettre à l'abri, parfait. Simplement, quand on met des coqs autour du coq en expérimentation et qu'on fait passer le faucon, le rapace, il va se cacher, mais il n'émet plus le cri. Il les a trompés. Et on a des exemples comme ça assez forts qui existent. Alors ensuite, l'empathie a été très contestée parce que c'était quelque chose d'un peu compliqué.
Et puis finalement, je pense que les neurobiologistes ont apporté une certaine réponse, pas forcément une bonne réponse, mais une certaine réponse avec ces neurones miroirs. C'est-à-dire que les individus qui sont testés réagissent à la réaction d'un autre. On induit une douleur chez un individu A et on regarde chez l'individu B ce qui se passe. Et on voit un certain nombre de neurones qui se mettent à s'enflammer chez l'individu B alors que lui n'a aucune douleur. Donc c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est le fait qu'il voit que l'autre est dans une situation qui n'est pas bonne. Ce n'est pas forcément pour la douleur, ça peut être le bon. Mais vous voyez, il y a une connaissance de l'autre. Dans le comportement social aussi, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Là, c'est une expérience qui a été conduite chez le jet buissonnier, qui est un corvidé d'Amérique du Nord. Et il a comme habitude de cacher ses aliments. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Il y a plein d'expérimentations avec cet animal-là. Mais dans un premier temps, en haut, par phase 1, on lui propose de l'aliment et il peut le cacher. Donc, il le cache ou il ne le cache pas, mais voilà, il peut le cacher. Et puis, dans la cage à côté, il peut y avoir rien, ou un dominant, un subordonné ou un partenaire. Et ensuite, on masque le lien entre les deux cages et on voit ce que fait l'animal. Eh bien, l'animal expérimenté qui sait qu'il a été vu par un dominant dans la première phase va recacher les aliments parce que il doit penser que l'autre va lui prendre cet aliment. Et ce n'est pas la même chose si c'est un dominé. Et s'il n'y a personne, bah, il est un peu différent, quoi. Donc, vous voyez, c'est le fait que le jet buissonnier modifie leur stratégie suivant s'il y a ou non un observateur et suivant le statut de l'observateur. Un dernier exemple, je suis vraiment trop long. Bon, voilà. Et qui concerne les relations de l'homme avec l'animal. Et ça, c'est donné... J'ai pris un exemple chez les chiens, hein, sur le regard croisé. Alors, pour les chimpanzés, les chiens sont capables de suivre le regard de l'animal. Le chien va suivre où vous regardez. Non pas vous regarde vous, mais regarde là où vous regardez. Et il peut trouver aussi, sur les indications humaines, la nourriture qui est montrée. Et ce qui est étrange, c'est que les loups ne font jamais ça, même s'ils ont été élevés par l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'ancré dans le comportement des chiens. Et en fait, ce regard croisé entre l'homme et l'animal est extrêmement fort, et on a pu voir qu'il était en plus renforcé par une sécrétion d'ocytocine qui est un renforceur, je ne sais plus comment on dit en français, des liens qu'il y a entre les individus. Donc vous voyez, c'est un jeu dialectique, dirait mon collègue, hein, entre les deux individus et qui renforce les connaissances. Donc on voit là un jeu extrêmement subtil et intéressant de la... Bon, ça je vais passer parce que sans ça, le pilote va me casser la tête, et c'est moi le pilote, alors j'aimerais bien ne pas mourir. Voilà. Bon, maintenant, pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la conscience n'est pas un réflexe. Voilà. Et qu'il existe des contenus de conscience chez les animaux qui contribuent à une représentation subjective, fonctionnelle de leur monde, qui leur permet d'intégrer leur savoir, leur émouvoir et leur vouloir. Alors, encore une fois, tous les processus en jeu peuvent coexister chez chaque animal. Chez les animaux et chez les humains, on n'est pas toujours au top. On peut très bien faire des choses qui sont assez inconscientes. Hein ? Et puis, tous les contenus de conscience n'existent pas chez tous les animaux. Ça dépend de l'espèce et du stade de développement.
Si on parle des animaux in utero, est-ce qu'ils possèdent tous tout de suite tout? Eh bien non. Et tous les animaux, en allant de l'éponge au bonobo, ne possèdent pas tout, mais il y en a. Et maintenant, eh bien, à quoi sert ce bazar? Alors il y a certains qui ont dit, c'est pour faire beau, écrire, hein, dans une publication scientifique, il n'y a pas de fonction. Mais quand même, on est arrivé à la conclusion que ça a quand même une fonction adaptative. Ce n'est pas toujours essentiel, mais ça permet l'identification et la mémorisation des actions flexibles et adaptables et des interactions de l'individu avec ses congénères, avec la théorie de l'esprit que je vous ai exposée tout à l'heure. Ça permet d'intégrer des informations, de résoudre des problèmes et de favoriser des comportements nouveaux, flexibles et orientés vers un but. Donc là, c'est un outil extraordinaire pour se débrouiller dans des situations complexes. Maintenant, passons à une autre histoire, c'est et d'où cela vient-il? Est-ce qu'on peut tracer la phylogénèse de la conscience? J'ai deux commentaires généraux à faire là-dessus. C'est qu'il faut absolument qu'on élimine notre vision de la phylogénèse que nous avons appris, non, que j'ai appris quand j'étais petit, avec l'homme en haut et les autres en bas, et tout ça dégoulinant de l'un vers l'autre. Maintenant, la phylogénèse, c'est arborescent, avec un développement complètement aléatoire, et l'homme est un de ces affaires. Et ce qui est important de voir dans la perspective évolutionniste, c'est l'adaptation. En fait, les compétences des animaux apparaissent dans des milieux où ils sont essentiels. Alors, c'est un peu, on boucle un peu là-dessus, parce qu'on dit c'est essentiel, donc ils sont apparus, mais il n'empêche que c'est comme ça que ça apparaît. Et on ne sait pas trop bien quand, par exemple, est apparue la mémoire épisodique. Je vous ai donné tout à l'heure, la mémoire épisodique, ça n'a pas été dit tout à l'heure, elle est sous-tendue par une structure qui est l'hippocampe, petite structure du cerveau, d'accord? Et elle apparaît chez tous les vertébrés. Mais simplement, on ne sait pas quand elle a pris les fonctions de mémoire épisodique. Et les chercheurs sont toujours en train de se poser la question, est-ce que c'est avant la diversification avec les amphibiens, avant la diversification avec les reptiles? Et puis en fait, on ne sait rien du tout, parce que ça peut apparaître à plusieurs temps et plusieurs périodes. Donc, ce que j'invite à faire, c'est écouter ce que vont dire les scientifiques dans les années à venir, mais pour le moment, à mon avis, on ne sait pas grand-chose. Je donne ici un petit peu pour vous provoquer les cerveaux d'invertébrés. La mouche, la pieuvre, la langouste. Et on se dit, ben, où va-t-on voir de la douleur, de la conscience dans des choses comme ça? Et ma réponse, je vais vous la donner, je n'en sais rien. Voilà. Et pour le moment, je pense qu'il faut être extrêmement prudent pour donner ou dire que ces animaux ressentent de la douleur, qu'ils ont une conscience, ils en ont peut-être, mais moi, j'en sais rien. Les architectures sont tellement différentes, alors on peut imaginer des fonctionnalités identiques, analogues, mais je serai plus prudent. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est le lien entre ce que je vous ai exposé, ce que nous vous exposons sur la conscience, et puis deux autres mots-clés qui sont le bien-être et les considérations éthiques. Ce que j'ai essayé de dire, c'est une forme minimale de conscience, ça permet aux animaux de ressentir douleur et ou souffrance. On n'a pas eu le temps de discuter de douleur ou souffrance. Hein. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Ça correspond à un mal-être. En général, on dit un animal qui souffre, c'est en situation de mal-être. Mais ça permet aussi de situer l'animal dans son monde et de générer des expériences hédoniques qui lui plaisent, des récompenses, quoi, hein. Et puis des préférences, et des attentes, et des émotions. Et donc d'exprimer des intérêts et tendre vers un état de bien-être. Ça, c'est la définition du bien-être. Et
Et on arrive à la définition que nous avons donnée avec Pierre Mormed il y a quelque temps, il y a peu. Le bien-être d'un animal est un mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Là, on est dans la gestion du futur. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Et le mot-clé que nous avons, c'est que pour analyser le bien-être, il faut analyser le ressenti de l'animal sur la situation. Ce n'est pas la situation qui est importante, c'est la façon dont il le ressent. Et je crois que c'est ma dernière diapositive, et j'ai 5 minutes de retard. Concerne, et finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans notre façon de vivre avec les animaux? Quelles conséquences éthiques peut-on en tirer? Donc on est bien d'accord que la façon dont l'animal perçoit et ressent la situation est au cœur de l'analyse du bien-être. Mais est-ce qu'il convient de les étudier pour les prendre en considération et améliorer les milieux de vie des animaux et ainsi de les respecter? Je pense que ce sont des questions qui sont essentielles. Les éléments que j'ai essayé de vous présenter ce matin peuvent essayer d'éclairer ce débat. Elles peuvent permettre à chacun de se faire une conviction éthique. Chacun d'entre vous peut avoir des convictions éthiques, c'est-à-dire et de s'alimenter avec l'existant philosophique, l'existant scientifique, pour mettre en place sa problématique et sa façon de voir les choses. Pour moi, en aucun cas, c'est aux scientifiques de dire ce que chacun doit faire. C'est à chacun d'avoir sa démarche. Et puis ensuite, quand collectivement, on doit prendre des décisions, c'est une décision collective, sociale, à partir des convictions de chacun pour avoir des stratégies qui paraissent souhaitables. En un mot comme en mille, je pense qu'il est essentiel que le scientifique soit à sa place, c'est-à-dire pour apporter des éléments qui peuvent être testables, mais que c'est ensuite à chacun et à la société de décider ce qui doit être fait, sachant que là-dedans interfère également le monde politique. Voilà, merci.